Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue. Vous suivez votre nouvelle émission Sud Savoir. Je suis Mme Pendaba, je suis enseignante-chercheur en sciences politiques à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Et à mes côtés, pour animer ce plateau, mon collègue et ami, Cher Cham, professeur de Black Studies à Amherst University aux États-Unis. Cher, bonsoir. Nous restons dans notre premier cycle de réflexion intitulé « De quel savoir l'Afrique a-t-elle besoin pour le XXIe siècle ?» puisqu'il s'agit là, pour nous, d'une question essentielle à laquelle il nous faudra faire face. Nous poursuivons aujourd'hui la réflexion entamée depuis quelques semaines déjà sur l'état des lieux des savoirs produits en Afrique et sur l'Afrique. Cette quatrième émission de Sud Savoir s'intéresse à l'art, à l'archéologie et à l'architecture. Des champs qu'on considère souvent réservés à une élite intellectuelle et aisée, alors même que leur importance pour les sociétés et les civilisations sont indiscutables. Nous allons regarder de plus près les savoirs et les choses que ces disciplines créent, leur pertinence et leur utilité, ainsi que les possibilités qu'ils nous offrent quand l'enjeu est de repenser le continent et de l'habiter différemment. Dans cette conversation, nous avons deux invités que je qualifierais de fascinants. Tout d'abord, Monsieur Baimbalo Kébé, qui est artiste plasticien, décorateur, graphiste, sérigraphe, photographe scientifique, technicien en musée, formateur en batik et teinture traditionnelle, illustrateur de livres scientifiques et j'en passe. Il a exposé ses œuvres très tôt, déjà lors du premier Festival mondial des arts nègres de 1966 à Dakar. En 1969, Baimbalo Kébé fait une formation en technicien de musée au département d'égyptologie à l'Université du Louvre en France. À son retour au Sénégal, il va occuper plusieurs postes importants dans l'administration, notamment celui de chargé de cours à l'École des Beaux-Arts de Dakar et Arts graphiques, ainsi qu'à l'École d'architecture et d'urbanisme de Dakar. Merci vraiment infiniment, Monsieur Kébé, d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie grandement. Très heureux d'être là avec vous. Merci. Aux côtés de Monsieur Kébé, nous avons Carole Diop, qui est architecte diplômée de l'École nationale d'architecture de Paris-Val-de-Seine. Elle est la fondatrice et directrice de publication de la revue Afrique Ada, qui participe activement à la vie culturelle sénégalaise, notamment avec la mise en place de Scène Art, des rendez-vous culturels mensuels qui permettent aux acteurs culturels de tout horizon d'échanger autour de thématiques liées au développement des industries créatives au Sénégal. Carole Diop a également représenté le Sénégal au Forum mondial des jeunes architectes. Carole, c'est un immense plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Très bien. Chers invités, merci d'être ici encore une fois parmi nous. Sud Savoir, je le rappelle à nos auditeurs, est un espace de conversation où penseurs et acteurs qui viennent de champs différents pensent au-delà des disciplines traditionnelles. Aujourd'hui, Madame Diop, vous êtes architecte et Monsieur Kébé, vous êtes artiste et archéologue de formation. 3 champs, 2 générations, vous êtes différents ou peut-être aussi similaires. Pouvez-vous nous aider un peu à penser la relation entre l'art, l'architecture et l'archéologie? Dans quelle mesure ces savoirs sont-ils importants pour l'Afrique aujourd'hui? On va commencer avec vous, Madame Diop. Alors pour moi, il y a une relation naturelle entre l'art et l'architecture, puisque l'architecture est un art. Il y a 9 formes d'art. L'architecture, je pense, c'est d'ailleurs la première forme d'art. Et l'art, de manière générale, c'est fait pour susciter des émotions. Et on peut susciter des émotions avec une musique, avec une œuvre d'art plastique, une peinture, avec une photo, avec un film, et avec un bâtiment. C'est-à-dire qu'il y a des bâtiments où on peut se sentir oppressé dans la manière dont c'est conçu, parce qu'il n'y a pas assez de lumière naturelle, parce que il n'y a pas assez de volume, d'auteur sur plafond, parce que c'est mal conçu. Ça peut être oppressant, ça peut être stressant. Alors qu'un bâtiment bien pensé, avec de la lumière, avec certains choix qui sont faits du point de vue des matériaux, comme si on met du bois par exemple, c'est pas une même ambiance que si on met du carrelage. Le bois c'est un peu plus chaleureux. Enfin, ça crée des... Voilà, pour moi c'est créer des émotions, que ce soit aussi bien
les arts plastiques ou les autres formes d'art que l'architecture. Et le rapport à l'archéologie est aussi évident puisque en archéologie, outre les vestiges comme les objets d'art ou les différents éléments de civilisation qu'on peut retrouver dans des fouilles, les bâtiments et les ruines font aussi l'objet de fouilles. Donc, pour moi, toutes ces disciplines sont liées. Mais je suis également enseignante en histoire de l'architecture. Et donc, forcément, l'art et l'archéologie ont une grande part dans mes cours d'histoire de l'architecture. Mais est-ce que vous pouvez revenir très rapidement sur cette discipline? Vous dites que l'archéologie est un art, c'est aussi une discipline scientifique. Et pourquoi est-ce que les savoirs architecturaux sont des savoirs importants pour l'Afrique? On a l'impression qu'on peut s'en passer. Pourquoi est-ce que vous considérez que c'est quelque chose qui est extrêmement central pour une culture, une civilisation, une société? Pour moi, l'architecture est très importante parce que c'est une discipline qui, pour moi, est traditive, c'est-à-dire qui fait appel à la tradition. Et les premiers édifices qu'on a construits étaient liés à la sépulture ou au sacré, ce qui exprime l'importance que ça avait pour l'être humain, enfin pour l'homme. Et l'architecture peut également permettre de transmettre l'histoire d'une civilisation, d'une ville. Et on le voit par exemple avec les pyramides d'Égypte qui sont un symbole de l'Égypte antique et qui font partie des merveilles, des 7 merveilles du monde. Et on retient ces bâtiments-là qui ont traversé le temps et les époques. Donc l'architecture peut également être un témoin de l'histoire. L'histoire, dans vos œuvres, dans les œuvres de M. Kébé que je connais plus ou moins bien, mais aussi chez vous, en tant qu'architecte, il semble que l'histoire occupe une place de choix. Que ce soit le jazz, l'histoire du jazz, chez M. Kébé, d'autres histoires aussi, vous êtes archéologue, l'histoire de la ville, chez vous. Pourquoi l'histoire? Et quelle relation faites-vous entre histoire, art et architecture? Oui, enfin pour moi j'ai un rapport particulier avec l'histoire parce que c'est une discipline que j'aime beaucoup. J'enseigne l'histoire de l'architecture au Collège universitaire d'architecture de Dakar. Et pour moi, les bâtiments, donc l'architecture, racontent une histoire, font partie de la mémoire collective des habitants de la ville. Et beaucoup de villes se sont construites par rapport à leur patrimoine architectural. Je prends Paris, par exemple, Venise. L'architecture est une des raisons pour lesquelles on visite ces villes. Et à Dakar, malheureusement, je constate, surtout ces dernières années, que le patrimoine architectural est en train de disparaître petit à petit avec la démolition de nombreux bâtiments. Et malheureusement, ces bâtiments qui ont une valeur historique, tout d'abord, pédagogique, parce qu'on peut apprendre en observant ces bâtiments, on peut apprendre des techniques de construction, on peut apprendre des choses sur les matériaux, sur la matérialité, sur plein de choses. Donc c'est aussi des ressources pédagogiques, mais également touristiques, parce que ça attire des touristes. Moi, j'organise des balades guidées dans le plateau, où je raconte un peu l'histoire de la construction de la ville à travers plusieurs périodes. Et bientôt, j'aurai plus rien à montrer parce que les bâtiments disparaissent petit à petit. Et je trouve dommage que les autorités ne voient pas la valeur historique, culturelle, mais aussi, puisque c'est ce qui les intéresse également, le profit qu'on peut en tirer, en fait. Parce que ça peut rapporter de l'argent.
Donc, on a eu la maternité de Dandré qui a été démolie alors qu'elle a été rénovée il y a moins de 2 ans. Le marché Sandaga, et on perd donc au fur et à mesure plein de bâtiments comme ça, et beaucoup sont menacés malheureusement. Elle vient de nous démontrer le pourquoi les gouvernants ne s'intéressent pas à l'art. Parce que la disparition de tous ces beaux monuments qui m'ont vu grandir et vieillir, qui sont en voie de disparition. C'est important peut-être de rappeler à nos auditrices, à nos auditeurs, les lieux où est-ce que nous formons les nouvelles générations d'architectes, les nouvelles générations d'archéologues et d'artistes au Sénégal. Restons peut-être au Sénégal, voire même dans la sous-région ouest africaine. Alors, pour ce qui est de l'architecture, au niveau du Sénégal, il y a 2 écoles privées qui ont un peu plus d'une dizaine d'années, qui forment des étudiants en architecture, et depuis peu en master. Avant ça s'arrêtait à la licence. Et il y a également, du point de vue sous-régional, des écoles comme l'EAMO au Togo, qui est une école panafricaine. La Côte d'Ivoire s'est également dotée de 2 écoles d'architecture, dont une qui est dirigée par l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Et il y a également le Maroc qui a plusieurs écoles. Pour les artistes, M. Kébé? Les artistes ou les archéologues? Les artistes et les archéologues. Les artistes, c'est autre chose. Les archéologues, c'est des vieillots. Ouais. En archéologie, il y a l'université qui forme déjà des gens. Et il y a certains qui sont spécialisés en archéologie marine, et qui est très important. Parce que pour nous parler de l'esclavage, etc., on trouvera la réalité sous les mers. Donc, il y a des gens qui sont déjà formés ici. Nous, au départ, il y a certains qui avaient été envoyés au Nigeria, à Jos, où ils ont été formés. Moi, par contre, j'ai fait l'école du Louvre et l'Institut paléontologie humaine de Paris. Ça, c'est autre chose parce que je faisais plusieurs disciplines en même temps. Quant à l'école Les Arts, il n'y a que l'école des Beaux-Arts. Il y a quelques écoles privées qui commençaient à démarrer, mais qui ne sont pas parties plus loin. Mais beaucoup d'artistes sont formés dans des ateliers d'artistes. Moi, j'ai eu à recevoir des élèves de l'école de formation des professeurs qui sont venus dans mon atelier. Quand j'ai eu à discuter avec eux, je voyais qu'il y a beaucoup de manquements dans leur formation. Beaucoup de manquements. Donc, soit c'est les formateurs qui ne sont pas assez bien préparés, ou bien c'est le financement qui reste au point qu'ils n'ont pas tout le matériel pour travailler. Donc, ce qui fait nos artistes, ma foi, point d'interrogation là-dessus. Continuons toujours dans la même lancée. Sud Savoir, mais aussi ce que nous faisons dans nos différentes disciplines, nous aimerions bien que ce soit utile. Quels sont, selon vous, les plus grands challenges de notre époque, et comment vos disciplines peuvent-elles nous aider à y répondre? Alors, des challenges, il y en a beaucoup. Moi, en tant qu'architecte, je m'intéresse beaucoup, donc forcément, à l'habitat et à la ville. Et dans ces domaines, les challenges qu'on va rencontrer, c'est le changement climatique qui va affecter le continent et qui l'affecte déjà. On voit de la sécheresse qui s'intensifie, des inondations. Donc ça commence déjà à avoir un impact. Donc il faut répondre, proposer des solutions architecturales par rapport à ce réchauffement climatique. L'autre challenge, c'est la surpopulation. Parce qu'il faut, dans à peu près 25 ans, l'Afrique aura doublé sa population. Et il faut loger ces personnes, il faut penser les villes. Est-ce que c'est pas trop tard? Non, c'est pas trop tard. C'est pas trop tard. C'est bien vrai que les villes auraient dû être pensées en ce sens en amont, et que la planification urbaine, ça se fait sur 20, 30, 40, 50 ans. Mais on peut toujours
proposer des solutions. Donc pour moi, c'est ça les plus gros challenges. La population qui augmente et le réchauffement climatique. Et comment une architecte répond au changement climatique par l'habitat, par exemple? Déjà en construisant de manière efficiente et intelligente et en respectant des règles simples. Construire en pensant à l'orientation, à la ventilation, à la lumière naturelle, en utilisant des matériaux biosourcés, c'est-à-dire disponibles sur place. Et pour moi, il n'y a pas de mauvais matériaux, mais plutôt des mauvaises mises en œuvre. Même le ciment aujourd'hui, le béton que l'on fustige parce qu'on considère qu'il n'est pas adapté à nos réalités. Ce qui est vrai, c'est du point de vue thermique, le béton c'est une catastrophe. Mais il y a des manières intelligentes de construire en béton, en utilisant de la double peau, en créant des lames d'air. Il y a plein de manières de construire intelligemment avec les matériaux dont on dispose. C'est extrêmement clair. L'architecture est quelque chose d'extrêmement pratique. L'art, un peu moins. Comment répondriez-vous à la même question? Pourquoi l'art aujourd'hui? Quelle est son utilité pour les grands challenges du moment? D'abord, pour commencer, nous pourrons travailler avec les architectes. Après qu'ils aient construit de beaux bâtiments, on doit y entrer la gaieté. Mm-hmm. Vous savez, un artiste, c'est quelqu'un qui, à partir de son œuvre, peut assassiner quelqu'un. Uniquement avec la couleur, on peut énerver quelqu'un. On peut rendre la paix à quelqu'un. Donc, il faut bien maîtriser cette couleur-là. Nous sommes le bas qui rallonge l'architecture, en quelque sorte. Nous sommes des sujets courants derrière les architectes pour rendre une certaine... Parce que, d'ailleurs, Senghor avait voté une loi du 1% pour que chaque architecte, quand il finit de construire, fasse appel à un artiste pour faire la décoration. On parle de décoration, mais c'est pas seulement la décoration. La décoration, c'est pour que les gens soient en bien-être à l'endroit. Maintenant, il faut bien que ces œuvres-là aussi puissent sortir. Parce que les gens pensent que les œuvres d'art, c'est juste pour la grande bourgeoisie. Il nous est arrivé de faire des expositions dans les stations d'essence et de voir les mamans parler. Moi, du temps, chaque fois que je finissais de peindre, j'allais voir ma grand-mère qui n'avait pas fait une école européenne. Et je lui montrais. Et des fois, son jugement et la façon dont il lisait l'œuvre me montrait vraiment si j'avançais, si je reculais. Parce que là, c'est un dialogue qui est dans une œuvre d'art. C'est comme une œuvre d'architecture art, c'est un livre. Les gens voient tout simplement quelque chose qui couvre un endroit où on habite. Non, l'architecte a parlé. Il est en train de discuter avec la population. Ce rythme-là, nous autres, nous allons le terminer parce que chaque fois qu'on crée une œuvre, il y a plus de dialogue. Il y a ce que j'ai voulu dire, ce que vous pouvez y lire si vous êtes. Mais Monsieur Kébé, nous sommes quand même dans un continent qui a des défis, je dirais, essentiels, très importants et absolument visibles. Les gens ont besoin de régler des questions aussi urgentes et vitales que de se nourrir. Les gens ont besoin de toit. Les gens ont besoin d'avoir accès à l'énergie. Les gens ont besoin de se déplacer. Les gens ont besoin de vendre, d'avoir un minimum de pouvoir d'achat pour vivre décemment. Les gens ont besoin de s'éduquer et de se soigner. Dans ce panier des choses vitales, est-ce que vous rajouteriez l'art et pourquoi? Mais c'est important. L'art arrive à calmer un peu les âmes et les esprits en quelque sorte. Des fois, moi-même, je me pose des fois la question pourquoi les gens achètent mes œuvres. Malgré que j'ai tout un dialogue qui est dedans. Parce que quand je peins quelque chose, il y a une certaine musique qui est placée et je vis la chose. Par exemple, j'ai une œuvre que j'avais faite qui s'appelait Talibé. Cette œuvre, toutes les personnes qui l'ont achetée me l'ont ramenée. Parce qu'ils ne pouvaient pas le supporter. C'est un talibé que j'ai rencontré dans la rue. Je sortais de chez moi, j'ai recroisé le talibé. Il était tout triste. Je l'ai adopté. J'ai fait mon croquis
Et j'ai dit à ma femme, bon, on adopte ce gosse-là, on va l'accompagner jusqu'à ce qu'il réussisse. L'œuvre maintenant, chaque fois que je l'expose, les gens, précipitamment, voulaient l'acheter. C'est un gosse qui avait comme ça sa main, et il avait un pot ici, mais le regard. Alors, toutes les personnes qui ont acheté l'œuvre, qui l'ont accroché chez eux, quand ils voient le regard de l'enfant qui les accuse, l'œuvre, le regard accusé. Alors, ils revenaient pour me rendre l'œuvre, même quitte à m'offrir l'argent. J'ai fini par l'offrir à une association caritative de femmes. Et chacun voulait posséder l'œuvre, mais on n'arrive pas à le dire. Donc, vous voyez le rôle des arts dans tout ça. Social. Dialogue entre architecture, la première des arts, ou art visuel. On se rend compte aussi qu'aujourd'hui, ces deux arts, deux formes d'art, mais on se rend compte qu'au Sénégal, mais aussi un peu partout en Afrique, on n'utilise pas beaucoup les architectes et l'art devient, comme vous avez dit plus tôt, réservé à une certaine élite, une certaine bourgeoisie, disons. Comment en sommes-nous arrivés là? Pour ce qui est de l'architecture, je pense que ça commence avec la fermeture de l'école d'architecture publique, donc l'école d'architecture nationale en 1991. Et le fait que cette école disparaisse fait que de nombreuses générations de Sénégalais ne savent pas ce que c'est qu'un architecte et quel est son rôle. Et que la plupart des architectes après 91 ont dû aller se former à l'étranger. C'est mon cas notamment. Et il y a aussi donc les crises d'ajustement structurel qui commencent dans les années 80 et où l'art en général, la culture va être le parent pauvre de ces années-là. Donc oui, pour moi, ça commence là. Est-ce que l'architecte n'est pas aussi un peu trop cher pour le commun des Sénégalais? Alors cette question elle est intéressante parce que chaque fois qu'on me la pose et que je demande aux gens combien coûte un architecte, bizarrement personne ne peut me donner la réponse. C'est un a priori que les gens ont. Il faut savoir que déjà l'architecture c'est un droit, comme le droit à la santé, il y a un droit à l'architecture et normalement toute personne doit pouvoir, quels que soient ses moyens, aller voir un architecte pour prendre conseil. C'est même une question de sécurité, dans la mesure où un bâtiment, s'il est mal conçu, il s'effondre. On a vu des cas de bâtiments qui se sont effondrés ici à Dakar. Et donc, l'architecture, c'est un droit. Et l'architecte, en tant que tel, je vais donner un cas de figure assez simple. Si je prends le cas d'une maison sur un terrain de 150 mètres carrés, R+1, où on a construit, je vais dire, 180 mètres carrés bâtis au total, ça va coûter, suivant le degré de finition qu'on veut, entre 60 80 millions. L'architecte sur ce type de projet classique, basique, selon les barèmes de l'ordre des architectes, le minimum qu'il peut fixer comme honoraire, c'est 10%. Donc si je prends 60 millions, 10%, c'est 6 millions. Et c'est pas 6 millions d'un coup, c'est 6 millions sur la durée du projet. Donc, peut-être sur 2 ans, par exemple, qui sont répartis entre les études, 65%, et donc les études, c'est la conception, toute la partie plan, dessin, etc. Et la direction d'exécution, c'est-à-dire le suivi du chantier, vérifier que le projet est réalisé conformément au plan et s'assurer donc de la bonne exécution du bâtiment. Donc 6 millions, quand on investit 60 millions ou 80 millions, c'est rien du tout. Donc quand on me dit qu'un architecte c'est cher, non. Quand on va chez le médecin, on ne se pose pas de la question des honoraires du médecin. On paye même avant d'exposer son problème de santé. Quand on va chez l'avocat,
on sait généralement les honoraires une fois que l'affaire est bouclée. C'est là qu'on découvre qu'on doit payer tant. Et sur ces questions-là, que ce soit la justice ou la santé qui sont primordiales, les gens ne se posent pas la question. Mais sur la maison, le toit, ce qui peut être l'investissement d'une vie et qui, comme je disais tout à l'heure aussi, peut entraîner des problèmes de sécurité parce que faut être en sécurité dans sa maison et ne pas la confier à n'importe qui et pour avoir un bâtiment qui peut être dangereux pour nous et pour les autres aussi. Donc pour moi, c'est là dans les autres cas de figure, les gens ne se posent pas de la question. Vous êtes avec Madame Carole Diop, qui est architecte, et avec Monsieur Baimba Lokebe, artiste plasticien, archéologue, décorateur graphiste, avec moi-même Mampendaba de l'UGB et Gercham de Amherst University, pour échanger autour des relations entre art, architecture et archéologie aujourd'hui. Monsieur Kébé, sur cette même question de cette sorte de capture par une élite des objets d'art, qu'est-ce qui explique cette situation? Vous savez, on dit que les arts plastiques, les arts visuels, c'est pour une certaine élite. Non, c'est pas ça. Bon, ici on a eu Senghor qui est passé. On le met au-dessus de beaucoup de choses dans le niveau de la culture. Mais il ne faisait que traduire la culture qu'il a trouvée dans ce pays. Seulement, les gens ont mal lu ce qu'il disait vraiment de la culture pour le taxer à une culture européenne. Dans quel sens Senghor nous invitait à faire de la culture locale? Tu sais, chaque fois qu'il parlait, déjà, il a eu comme muse Yann de Kodo déjà. Une bonne partie de ses écrits, c'est parmi les enquêtes et les rencontres qu'il a eues avec les vieux, qu'il a traduit. Il a enrichi pour faire quelque chose. Donc Senghor n'a fait que traduire la chose qu'il a vu grandir. Il a grandi dans un univers, il a repris cet univers-là, il en a fait son affaire, et il a voulu nous montrer la valeur que nous avons nous-mêmes pour pouvoir avancer. Mais nous le voyons tout autrement parce que la colonisation a une certaine domination dans notre esprit, que nous pensons beaucoup trop tout bas. Monsieur Kébé, dans la discussion jusqu'ici, le principal nom d'un décideur, de quelqu'un qui avait en charge de concevoir une politique culturelle, c'est resté strictement Senghor. Est-ce qu'on peut dire au Sénégal qu'il y a eu un moment Senghor sur le plan des politiques culturelles et puis après le néant? Est-ce que quelqu'un d'autre a pensé aussi puissamment? On peut être d'accord ou pas, mais au moins, est-ce que quelqu'un a pensé et essayé de mettre en place une politique aussi holistique, aussi totale que Senghor l'a faite? Non. Enfin, ma vision personnelle, quand il est parti, ça a été le problème de Abdou Diouf et tout le reste. Moi, si j'ai quitté les musées, c'est à cause de ça, parce que j'étais là, je tournais en rond, j'ai dit, écoutez, moi, je ne peux pas continuer comme ça à ne rien faire, parce qu'on n'a pas donné la valeur qu'il faut à mon travail. Et pourtant, c'est une nourriture. Donc, parlerez-vous de crise de la culture après Senghor? Il y a une vraie crise, en quelque sorte. Parce que ce que nous, Sénégalais, appelons art ne dépasse pas le tam-tam. Chaque fois, le théâtre, tout le reste n'existe pas. N'existe plus? N'existe plus? Ça n'existe pas. Théâtre, c'est quoi? C'est les planches. C'est pas ce bout de film feuilleton. Un film feuilleton, ça se corrige. Mais le théâtre, durant un an, vous répétez la même chose, vous répétez les mêmes gestes, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas de n'importe quoi. Madame Diop, vous êtes d'une autre génération, une autre façon de penser le monde, et donc l'art. Monsieur Kébé,
nous dit qu'il y a une crise de la culture. Qu'en pensez-vous? Alors, je vais rebondir un peu sur les années Senghor. On peut reprocher beaucoup de choses au président Senghor. On peut lui reprocher sa francophilie. Et en fait, est-ce qu'on peut même vraiment la lui reprocher? Parce que, en réalité, ce que beaucoup de gens oublient, c'est que bien qu'il était président du Sénégal, Senghor restait français, membre de l'Académie française, instruit en France et député de la République française. Donc, oui, on peut lui reprocher sa francophilie, on peut lui reprocher des crimes, on peut lui reprocher son rapport à l'opposition, plein de choses. Ce qu'on peut moins lui reprocher, par contre, c'est sa vision globale. C'est qu'il avait pensé certaines choses sur 50 ans, 100 ans. Enfin, il avait une vision sur le long terme pour le pays et surtout pour les arts et la culture. Vous parliez de la corniche, par exemple. Exactement. Il y avait un projet de cité des arts sur la corniche qui devait comprendre donc le musée dynamique, qui est devenu par la suite la Cour suprême, le musée dynamique, le musée des civilisations noires. Il devait y avoir un théâtre. Enfin, il y avait tout un projet sur la corniche qui devait être d'ailleurs non édificandi. Il devait pas y avoir donc de construction sur la corniche, outre cette cité des arts. Et donc oui, pour moi, malheureusement après Senghor, que ce soit l'éducation où l'art et la culture ne sont plus devenus la priorité des gouvernements qui ont suivi. Pourquoi ? Parce que je pense que pour eux, l'art et la culture ne produisent pas de profit, ne sont pas assez lucratifs, alors que ça l'est quand on regarde bien. Et surtout, ça se voit pas. Ça se voit moins, en tout cas, que des infrastructures, qu'une route, qu'un stade, que des choses comme ça. Et ça me permet aussi éventuellement de poser la question des politiques culturelles et la question de la vision d'une société. Donc, il y a eu le moment Senghor avec une vision très claire et j'ai l'impression qu'on a une loi de 78 que tu connais très bien, la loi portant orientation de l'architecture sénégalaise, qui dit très clairement que l'architecture c'est un droit, qui parle d'assistance architecturale très tôt et qui considère que la création architecturale devait obéir à des valeurs de la civilisation négro-africaine, spécifiquement soudano-sahélienne. Et changement extrêmement intéressant, nous avons aussi en 2021 une autre loi, la loi de mars 2021, qui en revanche est très technique et qui s'intéresse vraiment au métier et la pratique du métier d'architecture. Et entre les deux lois, entre 78 et 2021, ce qui a disparu, c'est la vision, c'est le fait d'assumer un choix de beauté, de standards, etc. Et est-ce que ce n'est pas ce vide littéralement qu'il y a eu entre 78 et 2021 qui a donné cet aspect chaotique, anarchique, sans style à nos villes, par exemple? Effectivement, et on le voit dans la rue, on voit clairement un bâtiment qui date des années 70, 80 jusqu'à 90, et des bâtiments qui datent des années 2000. On voit tout de suite la différence. C'est très facile de dater un bâtiment. Et je pense que, comme je le disais, il y avait cette vision dans ces années-là d'une architecture qui se voulait propre au Sénégal et à l'Afrique de manière générale, parce que c'est des mouvements que l'on retrouve dans d'autres pays aussi. Mais ça a disparu avec le temps, avec une globalisation et une standardisation de l'architecture. On parle de style international maintenant, avec des bâtiments qui sont de plus en plus impersonnels et qu'on pourrait retrouver n'importe où dans le monde. Même si, c'est clair que l'architecture, ça évolue, etc. Mais je pense qu'il serait bien de revenir un peu
à ces années-là et apprendre de notre culture, de nos manières d'habiter et de la manière dont on pense la ville en général, en fait. Maintenant, est-ce qu'il y a une crise ? Je dirais oui et non. Pour moi, il y a plus une crise de l'éducation qu'une crise de la culture. Après, ça dépend le sens qu'on donne au mot culture. Mais si on veut parler des arts en général, Dakar est toujours une plateforme importante pour l'art contemporain africain. On a la Biennale, on a le parcours qui, depuis 11 ans, a lieu tous les mois de décembre. C'est des événements qui ramènent du monde, c'est des plaques tournantes et c'est des événements qui sont devenus très importants et qui font vivre la ville. Du point de vue de la culture urbaine, il y a énormément de choses qui sont. Du point de vue de l'audiovisuel, il y a énormément de productions. Et quand on regarde aujourd'hui la qualité du son, la qualité des images, on voit qu'il y a des progrès énormes qui ont été faits. Et je trouve qu'en Afrique de l'Ouest, de ce point de vue-là, en tout cas, on a quand même une position de leader. Après, on peut aimer ou pas ce que produit la nouvelle génération, mais ça reste, c'est une génération qui parle à ses contemporains et qui produit ce qu'elle a envie d'entendre ou de voir et ce qu'elle peut vendre aussi. Donc oui, il y a pour moi plus une crise de l'éducation dans tous les domaines, une crise de la formation parce que beaucoup de gens sont très mal formés et une crise de la culture. La culture, elle est toujours là pour moi. Après, on apprécie ou on n'apprécie pas les productions contemporaines, mais il y a de la production en tout cas. C'est clair. Si la culture, ce n'est rien d'autre qu'une relation de l'être au monde, elle est naturellement quelque chose qui change. Et crise, peut-être. Peut-être pas. Mampenda. J'ai envie de poser une question à M. Kébé. C'est que vous êtes revenus tous les deux sur ce caractère nourricier, donc vital. Vous êtes en train de nous dire, monsieur Kébé, que finalement, l'homme a besoin le Sénégalais, disons, le Sénégalais et la Sénégalaise, ils ont besoin de riz, ils ont besoin de pain, ils ont besoin d'eau, ils ont besoin d'un toit, mais ils ont aussi besoin d'art, parce que l'art nourrit leur âme, leur imagination, leurs rêves et leurs émotions, comme vous le disiez. Comment est-ce que, dans ce pays, vous allez arriver à convaincre les décideurs, mais aussi les Sénégalais et les Sénégalaises ordinaires de cette vérité? Parce que, quelque part, vraiment enfui en chacun d'entre nous, nous avons complètement intégré l'idée que c'est quelque chose qui n'est pas essentiel dans nos vies. Comment est-ce que ce droit, littéralement, ce droit à être soigné, ce droit à l'éducation, ce droit à la justice, on arrive à l'imposer, le droit donc à l'architecture, pour qu'il rejoigne ce noyau dur des droits humains essentiels. Comment être dans une société dans laquelle cette chose est possible? Chose pas du tout facile, je vous dis. Parce que d'abord, nous évoluons à l'image européenne. On a laissé nos valeurs presque derrière. Donc, c'est très difficile d'imposer ou de faire revenir en quelque sorte les gouvernants, parce que j'ai l'impression que ce qui se passe actuellement autour de nous, c'est une civilisation de l'avoir, du gain. Au point que il est très difficile de parler de culture parce que, comme elle vient de le souligner, le rendement de la culture n'est pas visible du premier coup. Mais c'est un rendement intérieur
qui nous donne la force de survivre en quelque sorte. Par contre, les gens, ce qu'ils vont, c'est d'amasser le maximum d'argent possible, de se faire une certaine richesse, comme si ça va les sauver en quelque sorte. Ils ne pensent même pas à s'abriter. Ils pensent à abriter leurs biens financiers. Donc l'art est secondaire, l'architecture, pareil. Donc il est très difficile de faire revenir les choses. Nos gouvernements ne croient pas à l'art. Est-ce que du temps de leur scolarité, dans leur éducation, ils ont parlé d'art? Et pourtant tout est art chez nous. Tout est art dans la vie. Même les feuillages qui sont en train de bouger, c'est de l'art en quelque sorte. Tout est art. Mais ils ne voient pas ça. Donc toute la société, je pense, est à refaire. Il y a des sociétés qui ont compris que l'humain était leur ressource première et qui ont mis vraiment l'accent sur l'éducation, sur le fait de créer une société du nous, une unité vraiment nationale et pas une société du jeu, et qui arrivent à diffuser, qui ont compris aussi que la culture, ça avait une valeur, et qui arrivent à diffuser leur culture à l'étranger. Je pense notamment à la Corée, avec un soft power incroyable, avec ses dramas, sa musique, sa nourriture, que nous, on n'arrive pas à faire. La dernière question. Donc pour finir, pourrait-on rêver un peu? Comment imaginer un Sénégal construit avec des matériaux différents, qui nous parlent, qui sont beaux, sobres, qui sont d'ici, et dans lesquels les objets d'art circuleraient et nous aideraient dans notre quête d'une plus haute humanité? Rêvons. Ça, c'est une vaste question. Je pense que déjà, pour inspirer les gens, il faudrait que beaucoup plus de bâtiments publics soient réalisés avec des matériaux biosourcés, c'est-à-dire disponibles localement. Je pense qu'il faut vivre par l'exemple et je trouve, pour parler de projets récents, je trouve intéressant le fait que certaines gares et haltes du TER soient réalisées en BTC, donc en briques de terre compressées, pour montrer aux gens que c'est possible. Moi-même, j'ai réalisé un skatepark à Grand Yoff qui va être inauguré bientôt, qui est également, enfin les bâtiments sont également en briques de terre compressées. Donc, vivre par l'exemple déjà, et arriver à faire des villes qui soient vivables, parce que une ville, c'est pas juste un dortoir, c'est pas juste des habitations et des logements, c'est aussi des services, des loisirs, des écoles. C'est ça, en fait, une ville. C'est tous ces éléments-là. Et quand on enlève un élément de la machine, la ville, elle fonctionne pas, en fait. Et donc voilà, des villes agréables, et puis où on retrouve la manière qu'on avait de vivre avant, c'est-à-dire avec des espaces communs, avec des endroits où on peut se retrouver. Et il y a une expo disponible en ligne sur Instagram, donc une expo digitale qui s'appelle Habiter Dakar, où deux collègues architectes, Zingam Boub et Caroline Geffriot, amorcent quelques pistes de solutions. Parce que on n'est pas forcément, en tant qu'architecte, contre le fait de densifier à la verticale, c'est-à-dire de faire des immeubles et des choses qui montent, mais en faisant ça, il faut quand même réussir à des moments à retrouver des espaces communs, que ce soit au rez-de-chaussée ou en exploitant des terrasses, en créant des liens entre les bâtiments. Il y a des solutions à trouver pour recréer, je dirais, des huttes. En fait, voilà, il faut recréer des cours intérieurs d'une manière différente et retrouver, en fait, tout en ayant cet aspect, enfin, j'aime pas ce mot modernité, mais tout en
en ayant donc un aspect moderne, en s'adaptant aussi à nos modes de vie qui ont changé, etc. Mais de retrouver quand même ce qui faisait notre façon de vivre, notre savoir-vivre, où les générations se retrouvaient, où toute la famille se retrouvait autour de la cour intérieure. Ce qu'on perd quand chaque famille, par exemple, est dans un niveau de l'immeuble et qu'on n'a pas d'endroit où se retrouver. Donc, recréer des huttes, que ce soit sur des terrasses, au rez-de-chaussée, peu importe, mais retrouver du lien. Oui, quand je parle de huttes, je fais aussi forcément référence au pench Lébou, et j'ai d'ailleurs fait un travail de recherche sur ces penchs qui s'appelle Dakar Morphose avec Zingamboup. Et il y a une très belle expo en ce moment à la galerie Célébéon avec l'artiste Mbaye Diop qui a travaillé justement sur l'architecture et sur la ville. Et il y a une salle dédiée à la recherche que j'ai réalisée avec Zingamboup qui s'appelle Dakar Morphose, où on s'intéressait justement à ces structures socio-spatiales traditionnelles que sont les penchs et à ce qu'elles peuvent nous apprendre dans leur manière de fonctionner. Dorian, votre ville rêvée? Avec son fameux pench et tout le reste, ça m'avait poussé à acheter une très grande surface au Lac Rose. Je voulais recréer un village des arts, différent de ce village des arts, où les gens pouvaient vivre différemment, travailler différemment, se retrouver le soir autour du feu, discuter sur beaucoup de choses. Tant que nous ne revenons pas à des endroits où on peut se retrouver de temps en temps et discuter, il est très difficile de parler de changement de civilisation. Nous avions ce soir vraiment une très belle conversation avec Baimba Lokebe, artiste plasticien, et Carole Diop, architecte et femme de culture, autour de cette question qui nous taraude d'esprit. De quel savoir l'Afrique a besoin pour le 21e siècle? Nous avons vraiment eu une très belle récolte en termes de réponses. Cher et moi-même, j'espère que vous aussi, vous avez apprécié la discussion. Vous étiez sur Sud Savoir. Nous vous remercions et vous donnons rendez-vous la semaine prochaine.